Bonjour, je suis Emmanuel Morel, député européen du Parti socialiste. Comment vous réagissez face à l'attitude du président des Républicains qui a viré la numéro 2, Virginie Calmels, pour avoir donné une interview à charge dans Le Parisien? Qu'est-ce que ça dit de la droite et de la démocratie au sein de ce parti? La droite est traversée par des très fortes contradictions depuis longtemps, mais là, je pense que le vrai problème de la droite, c'est Macron. C'est-à-dire on a un homme qui se fait élire sur un programme soi-disant ni droite ni gauche, qui mène une politique très à droite, d'un point de vue économique en tout cas, et pas seulement, on le voit aussi sur l'affaire des migrants. Et donc Wauquiez et ses amis ne savent pas trop comment se positionner. Finalement, il y a quelques mois, il a fait un choix, celui d'une droite très, très dure, très identitaire, qui laisse le libéralisme à Macron, et qui donc va de plus en plus sur les thèmes, on va dire, du Front National. Et face à ça, il y a un certain nombre de personnalités, dont la dame à laquelle vous faites allusion, voilà, qui se sent mal à l'aise. Mais moi, je ne sous-estime pas Wauquiez. Je pense qu'il a une stratégie qui est très pensée, il est très déterminé. Et qui peut aller jusqu'à une alliance avec le Front National, vous pensez? Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'il n'y a plus de tabou aujourd'hui dans une partie de la droite française. C'est peut-être ça aussi qui fait que Mme Calmels a démissionné. Alors, puisqu'on est sur l'extrême droite, justement, Emmanuel Macron recevait vendredi dernier le président du Conseil italien, qui a été en charge de la formation d'une coalition entre droite et extrême droite. Vous l'avez trouvé à la hauteur, le président français? Sur l'affaire de l'Aquarius? Alors, le fait qu'il ait reçu d'abord le président du Conseil italien, et puis effectivement sur l'affaire de l'Aquarius. Bah non, pas du tout à la hauteur. D'ailleurs, il y a quelque chose de très gênant à ce qu'il donne des leçons au gouvernement italien après avoir refusé lui-même d'accueillir ce bateau. Mais vous savez, je pense que plus largement, cette affaire de l'Aquarius, ça témoigne quand même d'une absence totale de solidarité de la part de l'Union européenne, qui avait pourtant une opportunité formidable. Dès 2015, la question des réfugiés s'est posée. Et à l'époque, la Commission, pour une fois, la Commission européenne, pour une fois, avait fait une bonne proposition qui était de dire, bah, écoutez, on a les moyens en Europe d'accueillir les réfugiés. Ce qu'il faut, c'est que les principaux pays s'entendent, à la fois pour l'accueil, pour la répartition, et nous, les parlementaires européens, on était plutôt allants là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre d'États membres ont refusé, notamment au départ, c'était Orban en Hongrie, mais aussi l'Autriche, et la plupart des pays du groupe de Visegrad. Et les grands pays qui étaient la France, l'Allemagne, alors l'Allemagne au départ a été plutôt humaniste et généreuse, la France avait beaucoup de recul, et on n'a pas été capable de régler ce problème alors qu'on en avait les moyens, la possibilité, et que c'était surtout l'opportunité pour l'Europe de montrer que c'était un continent qui était fondé aussi sur des valeurs, avec une politique migratoire digne de ce nom. Mais vous qui êtes parlementaire européen justement, eurodéputé, est-ce qu'il faudrait que l'Union européenne, le Parlement européen, adopte des mesures aussi contraignantes que les mesures économiques? Par exemple, on sait imposer aux États des mesures de restriction budgétaire. Est-ce qu'il faudrait des mesures aussi strictes pour chacun des pays pour l'accueil des réfugiés? C'est-à-dire, je ne comprends pas, sanctionner les pays? On est capable de le faire sur les questions économiques, pourquoi on ne le ferait pas sur les questions humaines? De toute façon, alors moi je me méfie de l'Europe de la sanction et de la règle en matière économique, parce que c'est précisément ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire une Europe dominée par l'idéologie ordolibérale, dont Mme Merkel et la CDU en Allemagne sont vraiment les promoteurs, et qui consiste à punir un pays dès qu'il s'écarte un petit peu de la règle. Donc ça, c'est la première chose. Mais là, sur la question spécifique de l'Aquarius, il y a un problème de droit international. C'est-à-dire qu'on a un bateau à la dérive dans des eaux internationales, il y a normalement un droit européen qui s'applique, et un devoir d'hospitalité. Alors ça n'est pas respecté. Au-delà de ça, on parle de l'Italie, mais je reviens à la Hongrie ou à d'autres pays comme ça, il y a dans les textes européens des mécanismes qui sanctionnent les États membres quand ils ne respectent pas les droits fondamentaux, l'état de droit. Or, c'est quand même un peu ce qui se passe. Je parle de la Hongrie, l'Italie, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais enfin, quand on regarde l'Italie, on a beaucoup parlé du rapport des 5 étoiles et de la Ligue à la question de l'euro. Le vrai problème, c'est pas ça, c'est que la première mesure qu'ils prennent quand ils arrivent au pouvoir, c'est de virer les francs-maçons. Ça, en termes de liberté fondamentale, on sait ce que ça veut dire. Hein. Au départ, c'est les francs-maçons, puis après, c'est d'autres catégories de la population. Et dans ce climat politique, un climat quand même assez incertain, on est bien au Parti Socialiste? On s'y sent bien? Bah non, enfin, alors le climat est incertain, ça c'est sûr, et au Parti Socialiste, c'est pas non plus, c'est pas la panacée, c'est pas, enfin ça vous aura pas échappé. On a subi quand même des défaites majeures. Bon,
On est traversé par des sensibilités très diverses. Et puis surtout, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'est pas suffisamment à l'offensive. Aujourd'hui, vu ce que fait Macron, c'est tous les jours. Hein. C'est soit une affaire, soit une annonce de réforme qui va dans le mauvais sens. Je prends la semaine dernière, l'affaire Keller, là, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui est soupçonné de conflit d'intérêts. Le lendemain, on nous annonce qu'on va baisser les aides sociales, en expliquant que ça coûte beaucoup d'argent et que c'est pas efficace, ce qui est évidemment pas le cas. Le surlendemain, on nous annonce qu'on va privatiser l'aéroport de Paris, une partie d'Engie, qu'on va céder les parts d'Air France à Accor. Enfin, c'est quand même quelque chose qui devrait nous mobiliser et nous révolter. Enfin, moi, ça me révolte. Chaque jour, il y a un sujet d'indignation supplémentaire. Et le Parti Socialiste reste un petit peu timide, timoré, trop nuancé parfois dans son expression, alors même qu'on devrait être résolument dans l'opposition, et par ailleurs qu'on devrait tendre la main à tout le reste de la gauche. Vous dites qu'Olivier Faure n'est pas audible. C'est une question de ligne politique ou c'est une question aussi de charisme, d'espace politique? Moi, je ne crois pas à cette histoire de forme. D'ailleurs, la forme, ça n'est jamais que le fond qui remonte à la surface. Et donc, je pense que le vrai problème, c'est de déterminer une ligne claire, audible, et que les gens puissent à nouveau s'identifier à nous. Mais ça passe aussi par une stratégie, et la stratégie, c'est celle du rassemblement. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, rassemblement de la gauche, ça fait peut-être un peu daté, même si ça correspond à ce que je pense, mais en tout cas, une stratégie d'unité populaire face à Macron et à ses réformes. On va revenir sur l'unité et sur l'union de la gauche, mais on voit bien aussi qu'il y a une fracture qui s'est renforcée avec le mouvement social, notamment il y a eu des moments symboliques où Olivier Faure a été sifflé dans des manifestations. Je sais que vous n'êtes pas favorable au fait qu'on siffle les gens et c'est sûrement pas la bonne chose, mais comment le Parti Socialiste peut-il à un moment donné renouer avec le mouvement social? Justement, c'est à travers ce que vous disiez, en étant beaucoup plus dans l'opposition, en affirmant un rôle d'opposition face à Emmanuel Macron? Oui, enfin d'abord... Ou est-ce que justement ça se passe en dehors du Parti Socialiste aujourd'hui? Que Olivier Faure soit sifflé, d'une certaine façon, c'est normal. Et d'ailleurs, il s'y attendait. Et moi, je ne jette pas la pierre, au contraire, c'est moi, avec d'autres, qui avions encouragé Olivier Faure et la direction du PS à aller manifester, parce qu'on pensait que notre place était dans le mouvement social. En même temps, il y a un quinquennat qui vient de s'écouler. Les socialistes étaient aux responsabilités, ils ont fait ce qu'ils ont fait, notamment à la fin du quinquennat. C'est normal qu'il y ait des frictions avec le mouvement social. Mais moi, je considère qu'on ne se reconstruira qu'avec le mouvement social, et non pas à côté, ou voire contre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des raisons que je vous disais tout à l'heure de s'indigner, de s'opposer, et je ne crois pas du tout à la théorie selon laquelle il faudrait donner des bons points ou des mauvais points en fonction des réformes. Vous savez, François Mitterrand, quand il était premier secrétaire du PS face à Valéry Giscard d'Estaing, il ne se posait pas la question de savoir si sur tel ou tel sujet, Valéry Giscard d'Estaing était progressiste. Il cognait inlassablement parce qu'il avait compris qu'on se pose aussi en s'opposant. Ben, c'est ce que je voudrais, moi, pour le Parti Socialiste. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin, hélas. Qu'est-ce que vous dites aux cheminots et cheminotes, justement, en ce moment, qui s'interrogent sur la suite du mouvement? Ben, d'abord, je leur dis que leur mouvement n'est pas vain. Contrairement à ce qu'on dit parfois, c'est un mouvement qui n'est pas vain, d'abord parce qu'il a contribué à conscientiser les gens sur les dangers de la politique de Macron et les conséquences de sa politique, notamment sur les services publics. Deuxièmement, malgré tout, il y a des acquis. La lutte n'est pas terminée, mais il y a quand même des acquis. Quand on regarde le texte parlementaire, maintenant clairement l'État s'est engagé à reprendre une partie de la dette, c'est pas rien. De la même façon, sur le statut des cheminots, les gens ont bien compris que ça n'avait rien à voir avec l'état financier de la SNCF, ça c'est important. Il reste quand même de nombreuses inquiétudes. La transformation de la SNCF en un établissement commercial, le sort des petites lignes. Les petites lignes de ça, c'est région. le plus dans les régions, et notamment celles qui ne sont pas rentables, ça c'est très préoccupant. Mais c'est un mouvement qui a contribué à conscientiser les gens sur ce sujet. Donc moi je dis, leur lutte elle n'est pas vaine. Je sais que certains veulent continuer, et je sais à quel point c'est dur. Parce que faire une grève, c'est dur pour les usagers, ça c'est sûr, mais c'est extrêmement difficile aussi pour les conducteurs eux-mêmes, qui perdent une grande partie de leur salaire. Vous parliez de l'unité de la gauche tout à l'heure. Dans un an, il y a les élections européennes. Vous êtes parlementaire européen. C'est un test sans doute pour toutes les formations politiques, de droite comme de gauche. Vous dites qu'il faut qu'on mette tout le monde d'accord à gauche pour les élections européennes, de Mélenchon jusqu'au Parti Socialiste. Or, on sait d'ores et déjà que la France Insoumise, et y compris d'ailleurs le Parti communiste, Pierre Laurent l'a dit, qu'il n'y aura pas d'accord avec le Parti Socialiste. Je regrette qu'on parte de ce point de vue-là. Ce qui compte, c'est les objectifs politiques. L'objectif politique 1, c'est déjà
de contrecarrer Macron au niveau national. L'élection européenne est une élection intermédiaire, donc elle peut y contribuer. 2, c'est réorienter autant qu'on peut la politique européenne. Le Parlement européen ne peut pas tout faire, mais sur un certain nombre de textes, il peut contribuer à cette réorientation. Si c'est ça nos deux objectifs, et si on partage cette vision des choses, alors le mieux c'est d'y aller ensemble. Parce que vous voyez bien le piège dans lequel on est en train de tomber, c'est qu'on aura dans un an une élection européenne. La liste En Marche va quand même empâter très large, hein, de la droite à une partie de la gauche, enfin de ce qui était jadis la gauche. Vous aurez une droite très radicalisée et une liste FN qui sera très haut. Et à gauche, on aura quoi? 5, 6, 7, 8 listes. Super, bravo. Et on va se battre, parce que c'est ça qui va se passer, pour savoir qui fera plus de 10%, qui fera moins de 10%. On sera hyper content parce qu'on a fait 7 là où le voisin a fait 5. Bah, c'est pas très efficace. Hein. Donc moi, ce que je veux, c'est l'efficacité. Et je peux vous dire que pour travailler avec tous les parlementaires européens de gauche, qu'ils soient écolos, qu'ils soient communistes, qu'ils soient France Insoumise, hein, ou socialistes, je peux vous dire que sur 5 ou 6 points, on peut se mettre d'accord pour proposer concrètement aux gens des améliorations au niveau européen. Bah, ça, c'est quand même assez motivant. À gauche, on vous reproche votre bilan, le bilan de la social-démocratie, des sociodémocrates, ouais, au Parlement européen, où beaucoup de textes ont pu être votés par consensus, avec la droite, de temps en temps. C'est vrai, mais ça c'est pas nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une logique au Parlement européen, qui est une logique du compromis. Que moi, j'ai toujours dénoncé, c'était une logique de grande coalition, en réalité, parce que comme il n'y a pas de majorité, on est contraint, ou pas toujours contraint d'ailleurs, hein, de passer des accords avec le centre-droit, voire la droite. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Avec d'autres camarades, on avait créé ce qu'on appelait le Progressive Caucus au Parlement européen, qui mettait autour de la table des forces politiques très diverses pour se battre sur un certain nombre de textes. Après, la social-démocratie est traversée par de très fortes contradictions, elle va très mal, dans certains pays, elle a tourné le dos à son héritage historique, mais j'ai envie de vous dire que tout n'est pas acheté dans la social-démocratie. Il y a encore des militants et des militantes qui sont aguerris, qui sont de gauche, il y a encore un rapport avec les syndicats dans certains pays, donc il y a aussi des forces disponibles, mais pas tout seul, pas tout seul. Ça c'est sûr, la social-démocratie ne pourra pas tout seul changer l'Europe, mais elle peut y contribuer avec d'autres. Mais l'unité, à travers quelle perspective? On voit bien quand même qu'à gauche de la France insoumise, qui se montre un peu eurocritique, les Verts qui sont plutôt fédéralistes, les communistes aussi qui se montrent, ils ne sont pas pour la sortie de l'Union européenne, mais ils sont quand même très eurosceptiques. On voit bien que quand même la ligne va être importante quand même pour savoir qui va partir avec qui les européennes. La vérité, c'est qu'on exagère un peu trop les différences. Au-delà des mots et des analyses de la situation de l'Europe, la vérité c'est qu'on est quand même d'accord sur beaucoup d'objectifs. Je vous prends un exemple, sur les traités de libre-échange, par exemple le CETA, on s'est tous retrouvés pour le condamner et pour le combattre. Toutes les forces politiques auxquelles vous faites allusion. Sur la fiscalité des multinationales, par exemple, on s'est tous retrouvés pour porter des mesures beaucoup plus dures, beaucoup plus coercitives envers les grandes entreprises qui aujourd'hui fraudent l'impôt. Donc sur des points concrets, important pour la vie des gens, on peut se mettre d'accord. Moi, en tout cas, c'est ça que j'essaie de mettre en avant, parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est le résultat. Il faut refaire 2005 ? Les grandes tribunes, justement, de la gauche du Parti Socialiste avec la gauche anticapitaliste ? Je ne sais pas si il faut refaire 2005, même si c'était une période intéressante, parce que on a rarement vu dans ce pays autant de pédagogie populaire. Moi, je me souviens, on arrivait avec le texte de la Constitution, dans la salle, il y avait des centaines de gens qui eux-mêmes avaient le texte, prenaient des notes, c'était quand même une formidable période d'émulation collective, d'émulation intellectuelle et politique. Donc je ne sais pas s'il faut le refaire, mais en tout cas, il faut s'inspirer, oui, de cet état d'esprit. Et vous pourriez repartir aux européennes sous une autre étiquette que celle du Parti Socialiste ? D'abord, il faut déjà que je vois si je repars aux élections européennes. Après, ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est que moi, je souhaite une alliance le plus large possible, sur des thèses qui soient en effet euro-lucides et euro-volontaristes. Donc je m'interdis rien, c'est ça mon objectif. J'ai une dernière question, Emmanuel Morel, et c'est Thomas Brantôme, historien des idées politiques, qui vous la pose. Pablo Piovien le recevait vendredi dernier. Il vous demande pourquoi le PS ne parvient-il pas à avoir une position claire sur la laïcité ? Sur beaucoup de questions, le PS ne parvient pas à avoir des positions claires, c'est bien le problème. Sur la laïcité, longtemps, le Parti Socialiste a été un parti très laïque, qui prenait vraiment part au combat laïque et qui rappelait le lien indissociable entre le combat social et le combat laïque.
Aujourd'hui, mais c'est le cas de toute la gauche, sur la laïcité, vous avez quand même des débats qui sont très violents, parfois d'ailleurs artificiellement violents, sur une notion qui est pourtant toute simple, puisqu'elle est au fondement même de notre engagement républicain. Donc là aussi, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours été très clair sur la question laïque, pour une laïcité de combat, une laïcité militante, et qui promeut l'idée d'un individu autonome de toutes les tutelles et de tous les clergés. Merci beaucoup Emmanuel Morel. Demain, je reçois la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Régol. Vous avez une question pour elle? Plein de questions. J'aimerais qu'elle parle de la cause animale, parce que moi c'est un des sujets qui m'intéresse le plus depuis plusieurs années. Et là pour le coup il y a des combats très importants à mener, et je serais intéressé à avoir son avis. Très bien, transmettrai la question. Merci. Merci.